Bonsoir et bienvenue dans cette grande soirée électorale sur France 3 Grand Est, soirée de second tour des élections régionales et départementales. Toute la soirée, nous alternerons entre ces deux scrutins. Résultats, analyses et réactions depuis les quatre coins de la région avec tous nos journalistes présents sur le terrain. Pour débuter donc, place au régional. Et on commence par le chiffre qui a fait parler la semaine dernière et toute cette semaine, celui de l'abstention. Les électeurs du Grand Est ont-ils plus voté ce dimanche que le dimanche précédent? Eh bien, on voit la réponse tout de suite avec Grégory Fraisse qui se trouve en duplex de Strasbourg. Mais écoutez Renaud, même météo capricieuse que dimanche dernier, même problème de propagande électorale non distribuée pour beaucoup de citoyens, même désintérêt pour ce double scrutin apparemment, puisque notre estimation Ipsos Sopra Steria fait état d'un taux d'abstention de 70%, quasiment identique aux 70,4% du premier tour. 3 électeurs sur 10 seulement se sont déplacés aujourd'hui dans les urnes dans notre région et c'est un record national que détient une nouvelle fois le Grand Est aujourd'hui. Merci beaucoup Grégory Fraisse, donc en duplex depuis Strasbourg. François Laval, je me tourne vers vous. On a entendu toute cette semaine, tout à la fois des remontrances, on pense à celle de Marine Le Pen à ses électeurs, ou encore des cris d'orfraie de beaucoup de commentateurs. Rien n'y a fait. Que doit-on en penser ? Ce faible score de participation du second tour était annoncé. De toute façon, il n'y avait aucune chance qu'il progresse puisqu'il y a un désintérêt, il y a une méconnaissance de ces deux scrutins, des enjeux. Et puis comme de toute façon, par rapport à décembre 2015, il n'y avait aucun risque que le Rassemblement national ne gagne la région Grand Est, donc il n'y a pas eu de mobilisation. Et ça repose effectivement la question de la rénovation des institutions territoriales françaises. L'excuse en méconnaissance ou en ignorance de l'existence du scrutin qu'on a beaucoup entendu finalement cette semaine. Bon, finalement, elle ne tient pas. Mauvaise excuse, désintérêt total. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose pour les résultats qu'on connaîtra dans 3 minutes ? Comme le président sortant était en pleine dynamique, il va, je pense, conserver cette dynamique du sortant. Donc, comme il n'a pas eu de liste de gauche unie contre lui, donc il a aucun problème, normalement. Alors justement, donc 4 listes sont engagées pour ce second tour. Rappelez-nous, Caroline Moreau, qui a fait quoi ? Alors on va justement revoir les résultats, donc les 4 listes qui sont encore en lice ce soir après le premier tour, et on va pouvoir noter quelques points saillants concernant l'élection de dimanche dernier, concernant le président LR sortant Jean Rottner par exemple. Il est arrivé en tête dans les 9 départements du Grand Est, mais avec de gros écarts, vous le voyez, 40% des suffrages dans les Ardennes et 27 seulement, si l'on peut dire, en Alsace, qui est pourtant son territoire d'origine. C'était son moins bon score, l'Alsace qui se distingue aussi par son quartet de tête. C'est la seule section départementale où Laurent Jacobelli est arrivé 3e. Brigitte Klinkert l'a devancée, l'Alsace qui sauve d'ailleurs la ministre. Elle n'aurait sinon pas pu se maintenir. Elle était arrivée 5e en Meurthe-et-Moselle et 6e dans les 7 autres départements. Une remarque aussi sur Eliane Romani, la tête de liste écologiste qui a pu compter sur les électeurs des grandes villes. Elle était en tête dimanche dernier à Nancy et à Strasbourg, de peu, mais devant Jean Rottner. Donc on va voir ce soir effectivement si le paysage a changé. 4 listes qualifiées qui avaient donc fait plus de 10% des voix. On prend les mêmes, les 4 premiers en tout cas. Et on recommence, Renaud. Oui, un bref rappel du mode de scrutin, parce qu'il y a une prime au vainqueur. Donc 169 sièges sont à pourvoir dans le Grand Est. C'est donc un scrutin de liste proportionnel avec une prime majoritaire. Donc concrètement, la liste arrivée en tête obtient d'office un quart des sièges. Puis on répartit le reste des sièges entre toutes les autres listes à la proportionnelle selon les résultats obtenus dans chaque département. Donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on aura la composition exacte du conseil régional ce soir. En tout cas, un point précis, si une liste fait plus de 33% en arrivant en tête, elle a la majorité absolue. Dans quelques instants, nous serons d'ailleurs en mesure de vous communiquer cette estimation de notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Nous devons attendre 20h, bien évidemment, puisque c'est la règle, pour vous donner cette première estimation. D'ailleurs, dans quelques secondes, on va pouvoir vous la donner, cette estimation par Caroline Moreau, qui est déjà prête. Il est 20h. Caroline Moreau, qui, d'après notre estimation, remporterait ce second tour des régionales?
Eh bien, regardez, d'après les chiffres provisoires encore que l'on reçoit d'Ipsos, ce serait Jean Rottner qui arriverait en tête ce soir, sa liste LR-UDI-DVD, avec 39% des suffrages, suivis par la liste du Rassemblement national de Laurent Jacobelli, 27,1%. La liste de l'écologiste Éliane Romani, troisième position, 21,1%. Et en quatrième position, la liste emmenée par Brigitte Klinkert, avec 12,8% des suffrages. Ça reste une estimation, on le rappelle pour l'instant. Merci beaucoup Caroline Moreau. Et effectivement, ces résultats vont s'affiner au fur et à mesure des dépouillements, des remontées depuis les préfectures. L'intégralité des résultats, vous pourrez bien sûr la voir sur notre site internet. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez scanner le petit QR code qui se trouve sur votre écran et qui s'affiche, le tout avec votre téléphone portable. Il vous renverra directement vers la page de nos résultats. Alors François Laval, peut-être une première analyse sur ces chiffres. Alors on était dans une configuration particulière puisqu'on avait une quadrangulaire. Donc Jean Rottner fait moins bien que M. Richert en décembre 2015, mais parce qu'il y a la liste La République en marche de Brigitte Klinkert qui fait 12,8% ou 13%. Donc, manifestement, on lui a pris des voix. Oui, qui lui a pris des voix, notamment, on le verra en Alsace. Donc c'était annoncé, 39%, ça permet d'avoir la majorité absolue des sièges et de ne pas avoir à passer un accord avec Brigitte Klinkert dans le cadre du la future Assemblée régionale. Pour vous, potentiellement, ça a pu se jouer sur le territoire alsacien ? Ce report ? Le territoire alsacien a été fondamental en décembre 2015 puisque c'est lui qui avait multiplié par 2 les voix de Philippe Richert et qui avait permis à la liste de Philippe Richert de passer devant la liste du Front National. Donc effectivement, il faudra qu'on analyse ce qui s'est passé en Alsace. Cécile Germain-Cuer, vous représentez Éliane Romani ici, qui obtient à peu près 21%. C'est moins que le score cumulé d'Aurélie Filippetti et de celle d'Éliane Romani. Donc c'est plutôt une déception. Alors déjà, je voudrais revenir sur quelque chose de très positif, c'est que les écologistes vont revenir au Conseil régional. C'est la première chose qu'on peut tirer du scrutin de ce soir. Ils avaient disparu en 2015. Ils avaient disparu, nous n'étions pas là. Et on n'avait pas disparu puisque dans le Grand Est qui venait de se créer, nous n'avions jamais été présents. Donc c'est vraiment un retour. Il y a une espèce d'espoir pour nous de pouvoir peser, de pouvoir continuer à faire le lien avec les associations qui nous soutiennent, notamment pour la préservation de l'environnement, pour les droits sociaux, etc. Donc ça, c'est quand même très, très positif. Par contre, bien sûr, on est forcément déçu des résultats quand on voit l'abstention énorme. Mais je pense qu'on reviendra dessus et qui peut s'expliquer par plusieurs biais. Bien évidemment, on reviendra dessus. On prend tout de suite la direction du QG de Jean Rottner, justement, où nous attend Isabelle Michel. Bonsoir Isabelle, quelle est l'ambiance sur place chez, a priori, le vainqueur de ce soir ? Eh bien, l'ambiance, c'est évidemment à la fête pour l'instant. Bonsoir à tous. On est effectivement en direct du QG de Jean Rottner, place de la Bourse à Strasbourg. Jean Rottner qui arrive en tête du second tour, avec les chiffres qui pour l'instant sont de 39% des voix. Ici, c'est évidemment une joie immense. C'est un très, très grand soulagement. Dimanche dernier, Jean Rottner était arrivé en tête des suffrages avec 31,1% des voix, 10 pour 1 devant le Rassemblement national. Cette fois, c'est 12 points devant le Rassemblement national. Alors il y a deux choses importantes à retenir ce soir alors que la campagne se termine. Premièrement, le fait que Jean Rottner est toujours resté très mesuré et extrêmement prudent jusqu'au bout. On parle ici d'ailleurs, comme partout ailleurs, beaucoup de l'abstention, près de 70% pour ce deuxième tour. Celui qui a été le maire de Mulhouse et qui a succédé à Philippe Richert en 2017, sait bien qu'en politique, rien n'est jamais vraiment gagné. Et puis, deuxièmement, Jean Rottner l'a dit et redit, je pars avec une équipe et je la garderai jusqu'au bout. Je pars avec des colistiers, ce seront les mêmes jusqu'à la fin de la campagne. Il a tenu parole. C'est ce qu'il a fait, pas de fusion notamment avec Brigitte Klinkert. Cette stratégie politique a été payante. Voilà, merci. Et on continue avec les Républicains. Boris Ravignon nous attend depuis Charleville-Mézières, dont il est le maire. Boris Ravignon, vous étiez la tête de liste dans les Ardennes pour Jean Rottner. Alors évidemment, j'imagine que vous êtes content. Néanmoins, avec un tel taux d'abstention qui n'a pas bougé, est-ce que ce n'est pas une victoire un peu amère ce soir ?
Oui, si, bien sûr, c'est une victoire amère à cause de ce taux d'abstention qui, je crois, soulève des problèmes de fond. Il va nous falloir aujourd'hui, je crois, tous les partis et tous à nos places réfléchir aux raisons pour lesquelles nous avons une telle abstention sur des élections qui jouent pour le quotidien et pour l'avenir de nos territoires. Il y a vraiment aujourd'hui un sujet de mieux faire comprendre et peut-être de simplifier notre organisation institutionnelle. Les Français sont un peu perdus face à la complexité administrative. Je crois qu'il va falloir simplifier et décentraliser pour qu'on donne aux collectivités locales, notamment à la région, au département, davantage encore de responsabilités. Ça leur permettra d'être plus visibles pour nos concitoyens et je crois dans les élections à venir d'avoir une meilleure participation. Mais je suis naturellement satisfait du résultat qui se dessine. Ici, dans les Ardennes, nous serons probablement au-delà des 50%. C'est en tout cas la tendance qui s'indique aujourd'hui. On a fait de très bons scores sur la circonscription de Jean-Luc Warsmann, qui était aussi l'un des colissiers présents dans cette équipe. Et puis 55% a priori aujourd'hui sur Charleville-Mézières. Donc on a, je crois, apporté toute notre contribution à cette victoire de l'équipe de Jean Rottner, victoire de la clarté et du pragmatisme. Est-ce que cela ne pose pas une question de légitimité, malgré tout, quand on est élu avec si peu de voix, même si effectivement le pourcentage s'annonce très important ? Si, bien sûr, et ça nous crée un devoir. Ça nous crée un devoir de nous attaquer vraiment, massivement et rapidement à ce sujet de l'abstention. Je suis convaincu qu'effectivement, notre démocratie ne peut pas durablement vivre avec des taux de participation aussi faibles. Je note simplement que les pouvoirs publics ont multiplié les erreurs pour mobiliser et soutenir la participation de nos concitoyens. Dans les Ardennes encore, ces derniers jours, un certain nombre de plis électoraux ne sont pas arrivés, sont arrivés beaucoup trop tard, ou ont été distribués au mauvais endroit. Donc je crois que tout le monde doit balayer devant sa porte et réfléchir à comment on communique mieux, notamment en direction des jeunes. Je crois qu'on a des règles absolument archaïques pour conduire des campagnes électorales aujourd'hui, où il est interdit de faire des vidéos, de faire des spots radio. C'est pas comme ça qu'on mobilisera, je crois, l'électorat le plus jeune. Donc il y a la forme, et puis il y a le fond. Moi, je le redis, je pense qu'il nous faut une vraie décentralisation, une vraie simplification du paysage institutionnel pour que demain, les deux départements, la région, chacun comprenne bien de quoi ils sont en charge et des missions importantes. Et c'est ça qui fera se déplacer les électeurs. Ils se déplacent habituellement pour les maires, dont ils comprennent la mission, et pour le président de la République, dont ils comprennent aussi l'enjeu. Mais pour la région et pour le département, eh bien, ce travail est aujourd'hui à faire. Merci beaucoup, Boris Ravignon, en duplex depuis Charleville-Mézières. François Laval, la question qui vient d'être évoquée, on ne comprend pas bien à quoi servent et le département et la région. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Quand on explique que, par exemple, le département s'occupe du collège et que la région s'occupe du lycée, le citoyen ne comprend pas. Alors, je pense qu'il doit y avoir une réforme de l'organisation territoriale, mais pas avec des mots. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il va falloir consulter les Français pour leur demander carrément, est-ce que vous voulez garder le département, est-ce que vous voulez garder la région ? Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le logiciel institutionnel français, c'est un logiciel d'un État unitaire, qui s'est certes décentralisé, où tout se décide quand même à Paris, où toutes les grandes décisions fiscales, de politique économique, sociale sont à Paris. La décentralisation, en fait, n'a pas vraiment de corps, c'est ça ? Non, parce que de toute façon, les départements et les régions, on leur a donné des compétences avec peu de moyens. C'est l'État qui garde la règle du jeu, parce qu'on est dans un État unitaire. On n'est pas, comme en Allemagne, dans un État fédéral. Et donc, du coup, perçus comme des institutions secondaires, finalement. Voilà, c'est ça. Et pour certains, on l'a vu, c'est un tremplin pour devenir président de la République. On l'a vu dans les Hauts-de-France avec M. Bertrand. Bien, on va aller voir du côté des grands perdants de cette élection. Je parle du Rassemblement national. Anne-Laure Marie, vous êtes au QG du RN. Bon, on imagine que la défaite avait été anticipée. Quelle est l'ambiance sur place ? Oui, bonsoir Renaud. Oui, en effet, la défaite avait été anticipée. Donc, on ne peut pas dire que les militants rassemblés ici dans leur quartier général soient vraiment déçus. Donc, Laurent Jacobelli, la tête de liste du Rassemblement national, termine donc deuxième de ces régionales avec 27% des voix, soit 6 points de mieux qu'au premier tour, sans doute grâce au report des voix de la liste des Patriotes de Florent Philippot. Mais c'est insuffisant pour passer devant Jean Rottner. Et donc ce n'est pas vraiment une déception, c'était plutôt attendu. Plutôt une déception peut-être pour Marine Le Pen qui espérait que le Grand Est passe donc dans le giron de son parti. Mais Laurent Jacobelli n'a pas pu ratisser au-delà de sa base électorale. Il regrette encore une fois la faible participation à ce scrutin. Il devait s'exprimer un peu après 21h.
Merci beaucoup Anne-Laure Marie pour ces précisions. Eh bien justement, on va aller prendre un petit peu la température auprès d'un candidat, Jean-Louis Masson, à tête de liste en Moselle pour la liste du Rassemblement national de Laurent Jacobelli. Et il doit nous attendre normalement depuis la préfecture de Metz. Bonsoir Jean-Louis Masson. On l'entend, beaucoup de déception, un peu de regret aussi de la part de Marine Le Pen. Vous, est-ce que ce soir, vous dites que vous avez raté ce pari de vous rapprocher du RN ? Eh bien, le vrai problème, c'est qu'une partie de notre électorat n'est pas allée voter. Cette fois-ci, l'abstentionnisme ne s'est pas réparti de manière égale entre les différentes tendances. Ce sont certaines tranches de sociologie nationale qui sont surtout abstenues, et c'est spécifiquement dans notre électorat qu'il y a eu des trous. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à mobiliser vos troupes ? Je pense que nos troupes ne se sont pas senties mobilisées par ce type d'élection. C'est-à-dire que nous étions dans le Grand Est dans une situation un peu difficile. Vous savez que nous combattons la région Grand Est qui est beaucoup trop grande, qui est démesurément étendue, et nos électeurs, tout comme nous, estiment que le Grand Est ne sert à rien. Et nos électeurs estiment que le Grand Est est une aberration. Et au lieu de venir voter contre le Grand Est en votant pour nous, eh bien, nos électeurs ont dit, vu que ça ne sert à rien, on ne vient pas voter. Mais je crois qu'il y a là un vrai problème spécifique au Grand Est, mais soyez sûrs qu'au sein du Conseil régional, nous ferons une obstruction très forte pour toutes les opérations qui visent à consolider le Grand Est au détriment de l'Alsace, au détriment de la Lorraine, au détriment de la Champagne-Ardenne. Je serai un de ceux qui se battront le plus activement à ce niveau-là, et je participerai à l'animation de l'opposition au président du Grand Est. Jean-Louis Masson, l'abstentionnisme dont vous parlez pour les électeurs du RN est valable dans toutes les régions, pas seulement le Grand Est. Une question vous concernant, vous êtes sénateur de la Moselle. Est-ce que vous allez continuer à vous présenter sous les couleurs du RN, ou est-ce que l'histoire est finie avec eux ? D'abord, je ne me suis pas présenté sur la liste du Rassemblement national pour occuper un poste ou quoi que ce soit. Vous savez, j'avais 45 ans derrière moi de fonction d'élu départemental. D'accord, mais pour la suite ce que j'ai fait, c'est parce que j'y croyais. Et dans la suite, je crois qu'il faut absolument faire en sorte que le parti Les Républicains soit définitivement liquidé. C'est un parti particulièrement néfaste parce que il fait une politique centriste tout en se faisant passer de droite. Eh bien, pour étant de droite, il faut que nos électeurs sachent que, disons, la vraie droite, c'est nous, et c'est certainement pas les Républicains qui sont prêts à manger à tous les râteliers. Merci beaucoup, Jean-Louis Masson, pour votre analyse ce soir sur cette défaite. Les abstentionnistes et toute l'analyse qui a été faite par Jean-Louis Masson, François Laval, elle vous paraît juste, vous qui êtes politologue ? Oui, enfin non, en dépit de ce discours violent donc, de ce sénateur, il ne faut pas oublier qu'en fait le Rassemblement national, c'est une double défaite ce soir. Une défaite en termes à la fois de participation, mais aussi de nombre de conseillers régionaux, puisqu'il a 9 points de moins que Florian Philippot, donc il va perdre des conseillers régionaux dans la future Assemblée régionale. Et puis c'est l'échec pour l'instant de la stratégie d'ouverture de Marine Le Pen vers des partis de droite pour essayer en fait de vider les Républicains de sa substance. Eh bien, on va peut-être rejeter un coup d'œil sur les résultats, Caroline Moreau. Oui, des résultats qui, on le rappelle, sont pour l'instant provisoires. Nous ne sommes que sur des estimations Ipsos, et selon celle-ci, c'est la liste de Jean Rottner qui arrive en tête ce soir avec 39% des voix, suivies par la liste du Rassemblement national, 27,1% des suffrages. En troisième position, la liste emmenée par l'écologiste Éliane Romagny avec 21,1% des voix. Et enfin, Brigitte Klinkert remporterait ce soir 12,8% des suffrages. Merci beaucoup, Caroline Moreau. François Laval, une question assez rapide. Finalement, on a un résultat assez classique avec une droite reconduite, alors qu'on s'attendait justement à un paysage qui aurait pu se reconstruire. Oui, parce que la liste de La République En Marche n'a pas été assez puissante, parce que c'est un mouvement politique national au service
du président Emmanuel Macron et qui n'a pas d'implantation locale. Donc du coup, on voit bien, Brigitte Klinkert, peut-être ce soir, elle doit se poser la question de sa stratégie d'être rentrée dans le gouvernement et d'avoir tiré une liste contre ses anciens alliés politiques. On va vous la poser à vous, Vincent Thiébaut. Justement, vous étiez 6e sur la liste de Brigitte Klinkert ici en Alsace. Cette analyse, une difficulté d'ancrage, comment vous analysez finalement cet échec, 13% ce soir d'après nos estimations? C'est difficile d'avoir une analyse très précise sur est-ce que c'est un échec pour la République En Marche ou pas. C'est vrai qu'on est un parti qui naît essentiellement... c'est pas un succès quand même, Vincent. Non, c'est pas un succès, mais on l'avait déjà dit au premier tour. Après, comme dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement le taux d'abstention qui s'interroge, qui nous interroge tous, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Permettez-moi quand même aussi de saluer, par un salut républicain, féliciter le candidat sortant, donc Jean Rottner, me féliciter aussi de la baisse notable du Rassemblement national. Ça, c'est un point, pour ma part, en tout cas à titre personnel, très positif. Voilà. Pour revenir à vous, à quoi cette liste Klinkert aura servi dans cette élection Je pense que ce qui va être intéressant dans cette élection, déjà, je rappelle dans les conditions dans lesquelles nous avons fait ces élections, très particulières, crise sanitaire, les candidatures ont été annoncées très tardivement. C'est vrai qu'on avait une ministre, Madame qui est très connue, Brigitte est très connue sur le périmètre alsacien, par rapport au travail qu'elle a fait aussi autour de la collectivité européenne d'Alsace, qui explique aussi les baisses qu'on avait aussi dans le département. Pas de possibilité, très peu de meetings, pas possibilité de faire de meetings. Donc ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Dans le cadre de, lorsqu'on mène une élection, ne pas pouvoir mener de meetings, c'est particulier pour pouvoir justement défendre ses idées. Moi, ce que je me félicite, c'est qu'on soit au deuxième tour, c'est qu'une partie de nos idées ont été évoquées d'ailleurs par le candidat républicain tout à l'heure, qui disait quoi? Effectivement, plus de proximité, qu'il faut plus de cohérence vis-à-vis du citoyen pour qu'il ait une bonne appréhension des services aux différents portés par les collectivités. Est-ce que vous ne croyez pas que pour votre liste, le problème tient finalement sur votre col de veste? Vous arborez le logo de l'Alsace quand on est sur une élection régionale Grand Est. Est-ce que ce n'est pas finalement l'un des sujets de la liste Brigitte Klinkert, qui était très alsacienne et qui a fait moins de 5% au premier tour dans les Ardennes? Moins de 5%, mais peut-être, mais elle est arrivée deuxième en Alsace, pas très loin de M. Rottner. C'est ce que je vous dis. C'est ça qui va être ailleurs, au-delà des frontières de l'Alsace, si tant est qu'il y en ait, parce que normalement il n'y en a pas. On est un peu victime aussi, on peut aussi se féliciter de la réussite de la collectivité européenne d'Alsace. Il y a peut-être un jeu aussi où on a déjà apporté une partie des réponses aux attentes des Alsaciens. Ça faudra qu'on l'analyse. Après, je pense que ce sujet institutionnel et nous, ce qu'on voulait porter dans notre projet, on n'a peut-être pas été assez entendu en tout cas, c'est-à-dire ce qu'on a fait au niveau de la collectivité européenne, pouvoir le faire effectivement au périmètre des anciennes régions. Par contre, c'est vrai que pour rejoindre le sujet des strates institutionnelles, en réalité, une décentralisation depuis les années 80 que nous essayons de mettre en place en France, c'est les régions à la place des départements. Ça a toujours été l'objectif initial de toutes les grandes réformes, en tout cas, qui ont été faites en termes de décentralisation. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser la question, il faut vraiment y aller. Et les gens ne comprennent plus. On voit même que par rapport sur le sujet des compétences entre les régions et les départements, on a laissé les collèges aux départements, les lycées aux régions pour dire voilà, on garde un peu des strates. Je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment y aller, faire une simplification forte, c'est ce que nous on voulait, et qu'il faudra à un moment donné vraiment se poser la question de la forme institutionnelle des collectivités territoriales, en tout cas départements et régions. Oui, on reviendra avec vous après. J'aimerais qu'on entende Cécile Germain-Cuir qui n'a pas beaucoup parlé encore. Sur un point, vous opiniez du chef tout à l'heure quand Boris Ravignon évoquait tous les problèmes pratiques liés à cette élection. Et vous, les écologistes, il y a eu un certain nombre de problèmes avec vos professions de foi qui ne sont pas arrivées dans les boîtes aux lettres de beaucoup d'électeurs. Qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini vous concernant? En fait, j'ai envie de dire, je pense que ça ne concerne pas que les écologistes. Il y a beaucoup on en a parlé tout à l'heure, des enveloppes électorales qui n'ont pas été livrées. Certaines se sont retrouvées en Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, il y a encore des gens qui nous appellent en nous disant que dans leur bureau de vote, il n'y a même pas le bulletin Eliane Romani et qu'en fait, ils traînaient dans un carton à côté. Donc, on peut vraiment se poser des questions sur comment cette organisation, cette élection... Et pourquoi vous êtes les seuls dans les professions de foi qui n'ont pas été envoyés? Alors ça, pour le Bas-Rhin, parce qu'en fait, nous avons voulu respecter un
un petit peu l'idée politique d'une élection, c'est-à-dire nous avons discuté, vous le savez, avec la liste de l'appel inédit dans la nuit, et après on a envoyé directement à l'imprimeur, donc quand on a acté qu'il n'y aurait pas de rapprochement, on a envoyé directement à l'imprimeur les bulletins de vote, la profession de foi, mais c'est arrivé assez tard. Mais on est sur quelque chose de complètement fou. On nous dit qu'on peut déposer les listes jusqu'à mardi matin, mais qu'en fait, le lundi à 18h30, il faut que tout soit mis sous pli. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'on ne comprend pas. On se demande en fait, les 3 autres listes n'avaient visiblement pas envisagé de fusion au second tour, donc elles étaient prêtes, dès la tombée des résultats, à lancer les impressions. Nous, on a voulu jouer un peu le jeu démocratique et on s'en mord les doigts aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, excusez-moi, mais moi, il y a plusieurs choses qui me choquent dans cette élection. C'est le problème de communication, le problème de fond. Tout le monde est en train de se dire « Ah, l'abstention, l'abstention ». Excusez-moi, aux élections municipales de l'année dernière, c'était aussi la catastrophe. Qu'est-ce qui a été fait entre les deux ? Rien. Monsieur Macron avait proposé de faire une réforme institutionnelle, notamment sur l'Assemblée nationale, d'avoir une partie proportionnelle. Il a reculé là-dessus. Quel message on envoie aux gens ? Donc moi, j'entends la réforme des institutions, la réforme territoriale, mais chiche, mais on y va, et on ne fait pas des incantations, surtout quand on fait partie de la majorité présidentielle. À un moment, il faut y aller, je pense. Et une dernière chose aussi, c'est on voit, nous, on essaye de construire quelque chose avec des citoyens, avec plusieurs partis, une gauche qui se reconstruit. Ça, c'est difficile, mais on le fait. Moi, je n'ai pas de mandat. Ce soir, on a vu un maire, le maire d'une grande ville, un sénateur et un député qui viennent ici prendre la parole. On essaye de sortir de l'entre-soi. Ça ne se fait pas en un jour, mais on continue à travailler là-dessus pour les prochaines élections. Avant de laisser répondre Vincent Thibault, juste une dernière question. Vous allez introduire un recours ou des recours là, sur cette affaire des professions de foi ou pas ? On y réfléchit vraiment puisque le code électoral n'a pas été respecté. Donc moi, je ne suis pas directrice de campagne, je ne peux pas vous donner la réponse, mais je pense que c'est quelque chose qui est sur la table. De toute façon, il faudra faire le bilan de cette élection. Vincent Thibault, justement, effectivement, on en parle tout le temps de cette réforme et du code électoral. Enfin, on évoque toujours beaucoup d'idées, on a l'impression que peu de choses avancent. Finalement, est-ce qu'effectivement, quand on a 30% de votants, on n'a pas la réponse des électeurs, des citoyens à tout ça ? Je vais vous dire en toute honnêteté, vu les circonstances, moi, je faudra qu'on fasse une vraie analyse, mais poussée. Là, je ne veux pas ce soir vous dire l'abstention, c'est en ordre de ça. Après, le sujet, on l'a fait souvent, en fait, cette analyse. C'est un sujet qu'on évoque. Enfin, le Premier ministre l'a lui-même dit en janvier. Il y avait un certain nombre de chantiers qui devaient être menés dans ce pays. Les réformes, en tout cas de strates institutionnelles, n'a pas été fait parce qu'il y avait d'autres chantiers plus importants à mener. Après... pour répondre à madame sur le fait de député, enfin déjà si je suis là c'est parce qu'on m'y a invité, c'est pas moi qui ai forcément demandé. Vous êtes candidat aussi. Et j'étais candidat. Oui, j'étais candidat, on a une liste à 50%, il n'y a pas que des élus, il y a 2 députés effectivement et 2 sénateurs sur 58, donc 50% de la liste ce sont des gens de la société civile et il nous semble important aussi d'avoir des gens de toutes les strates. Et moi d'ailleurs pour vous répondre, avant 2016 je ne faisais pas de politique. Donc voilà. Vous siégerez au Conseil régional alors ou vous allez faire comment ? Vous allez faire les 2 mandats ? Pardon ? Vous allez faire les 2 mandats ? Mais bien sûr, je ferai 2 mandats en tant que conseiller régional. Mais si vous excusez-moi, voulez, on peut en parler. Je vous ferai un cours sur la j'aimerais bien savoir, vous sur le faites les mandat 2 de mandats en député. même temps. C'est pas incohérent. Je vous rappelle juste que la région, D'accord. c'est le premier levier que nous utilisons, nous, en tant que parlementaires, pour mener les politiques publiques autour de l'économie, autour de l'éducation au niveau des lycées, autour de la mobilité. Je suis très impliqué sur le sujet de la mobilité. Et vous devrez savoir aussi sur le sujet notamment de l'écologie à travers notamment l'environnement, à travers notamment les énergies renouvelables, puisque c'est la région qui devra porter ces sujets-là et qui les finance. Donc il n'y a pas d'incohérence par rapport à ça. On peut travailler en équipe sans être sur les 2 sièges. Écoutez, vous m'accusez de choses. Pour je ne vous accuse pas. C'est juste siégeons ensemble et nous verrons comment on peut travailler. Donc voilà, tout. Je peux comprendre votre situation, mais en tout cas, moi je suis... pour répondre, on a aujourd'hui une liste qui est très ouverte. On a beaucoup moins de parlementaires. Et la preuve, sur la liste de Jean Rottner, vous regardez les premiers élus, il y a beaucoup d'élus, de présidents de PCI, de maires qui ont beaucoup plus de mandats que moi et des mandats locaux. Ça ne les a pas empêchés, effectivement, d'arriver en tête ce soir. Après, je dirais, c'est le choix de l'électeur. Vincent Thibault, c'est le choix de l'électeur. Vincent Thibault, si donc vous trouvez le temps d'être député et conseiller régional, j'ai une question là-dessus. Est-ce que les conseillers élus donc sur la liste Klinkert vont siéger dans l'opposition à Jean Rottner ou vont rejoindre sa majorité ? Comment ça va se passer ? Au vu des chiffres, nous estimons qu'aujourd'hui, nous serons peut-être en mesure de monter un groupe. Mais qui peut être après un groupe allié. Qui peut être un groupe allié, et ainsi de suite. Nous avons
sur différents sujets, notamment sur les services de proximité et sur l'organisation et la gouvernance, nous avons des choses à dire, que nous avons dit pendant la campagne. Je me réjouis que ce soit tout à l'heure un candidat républicain ait repris une partie de ses idées et s'approprier. C'est que ça avait peut-être du sens de le dire. En tout cas, on était attendu, et d'autant plus que ce soir, on a vu que globalement, nous progressons, puisque nous sommes passés de 10 à 13% sur... Pas une explosion non plus. C'est pas une explosion, mais je pense que c'est une explosion pour personne. La semaine dernière s'est vertué à nous dire que sa liste était bel et bien une liste de droite. Moi, j'avais compris plutôt que la République En Marche, c'était ni la droite ni la gauche, ou les deux. Est-ce que ça pose pas un problème de positionnement politique pour la suite, notamment, je pense, aux législatives qui vous concerneront l'an prochain? On ne sait plus trop bien si c'est la droite, pas la droite qui dit pas son nom. Écoutez, moi, j'étais élu... mon premier mandat, j'ai été élu en 2017 au nom de la République En Marche. C'est un mouvement qui est ouvert, où nous avons, comme moi, des gens qui venant de la société très à droite civile. dans cette élection. C'est ce qu'on nous a dit. C'est pas moi qui le dis. Écoutez, sur la liste de Brigitte Klinkert, je vous rappelle juste que la République En Marche ne représentait que 12,5% des candidats. Puisqu'on a 50% des gens qui viennent de la société civile, nous avons des gens qui venaient des candidats qui venaient du Parti des Républicains, nous avons des candidats qui venaient du groupe du mouvement Agir, et nous avons des candidats qui venaient du MoDem. Donc on dit que c'est une liste de la République En Marche. Cette liste est une liste majorité présidentielle totalement assumée, mais la République En Marche sur cette liste, en termes de colistiers, ne représentait que 12,5% des candidats de la liste. François Laval, je vois que vous voulez apporter un commentaire. La bizarrerie de cette élection, puisque vous dites que c'est une liste de droite qui s'est bien positionnée à droite. Elle a reçu le soutien de 2 anciens élus de socialistes, donc Jean-Pierre Masseret, président de la région, ancien président de la région Lorraine, et Roland Ris, ancien maire de Strasbourg. Donc ça ex-socialiste. Oui. Voilà, mais c'est un petit peu, je pense, aussi peut-être troubler un petit peu l'électorat aussi. Mais en parlant de troubles, on vient d'évoquer, là, sur la dizaine de minutes qui vient de passer, la couleur politique de l'un, de l'autre, qui est compliquée à comprendre. Le cumul des mandats qui est compliqué à envisager. Les strates politiques qui sont difficiles à comprendre et le système électoral dont une partie des électeurs ne veut plus, ou en tout cas dans lequel ils ne se retrouvent plus. En fait, on a l'impression que tous les repères sont un petit peu sautés et que c'est un grand flou. Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer finalement le désintérêt, si on peut l'appeler comme ça? Oui, puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron voulait rénover un petit peu tout le système politique, le système territorial, et puis il a dû faire face à 2 graves crises quand même. La crise des Gilets jaunes qui a tout arrêté, et puis la crise sanitaire, avec en plus, pour la réforme territoriale, il a été bloqué par le Sénat, puisqu'il fallait une révision constitutionnelle, et il faut l'accord du Sénat. Et tout ça, ce sont des jeux politiques. C'est la complexité en fait de la gestion des affaires publiques en France. C'est bien les Républicains qui ont bloqué la réforme constitutionnelle, pour information quand même. Alors, on retourne au QG de Jean Rottner avec Isabelle Michel. On a l'impression que c'est pas la grande fête quand même derrière vous, mais peut-être qu'on n'a pas une vision très d'ensemble de la soirée. Non, c'est pas encore la grande fête, mais il faut dire qu'avec 70% d'abstention, la fête est toute relative pour tout le monde, puisqu'on a beaucoup parlé avec les militants qui nous ont dit effectivement 39% des voix, c'est très bien, mais 70% d'abstention, c'est quand même quelque chose de très très dur à avaler en politique et pour tout le monde, et pour Jean Rottner en particulier. Alors Jean Rottner n'est pas encore arrivé, mais on nous a dit qu'il arrivait dans 10 minutes, donc on vous tient au courant. En tout cas, il doit faire un point presse à 21h. Alors on ne peut pas dire que ce soit l'immense joie, que les gens dansent sur les tables, etc., malgré la crise sanitaire, effectivement. Je pense que la joie des militants aujourd'hui, elle est exactement à la mesure de la campagne de Jean Rottner, c'est-à-dire mesurée, prudente et responsable. Merci beaucoup Isabelle Michel, donc en direct depuis le QG de Jean Rottner. Effectivement, on ne danse pas sur les tables ce soir. D'ailleurs, on le sent, cette expression qui vient d'être utilisée, vraiment, même pour les vainqueurs, c'est pas franchement le souffle de la victoire tel qu'on l'imaginait avant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on range un peu tout ça, qu'on mette tout à plat et puis qu'on reparte de plus belle? On est à 1 an d'une présidentielle, François Laval. Oui, et puis pour qu'on danse sur les tables, il faut qu'il y ait des enjeux très très forts. Or là, c'est un président sortant qui est réélu dans le cadre d'un taux de participation assez faible mais assez prévisible. Donc maintenant, c'était la volonté d'Emmanuel Macron, c'était de faire ça avant les vacances d'été pour qu'à la rentrée de septembre, on commence la campagne des présidentielles
et des législatives. Et vous parliez tout à l'heure du député. De toute façon, quelle que soit son étiquette politique, c'est celui qui sera le candidat du président élu qui aura le plus de chances d'être élu député. Donc c'est le système politique français. Ça, c'est la logique de la Ve République. Cécile Germain-Écuyer, pour reparler du fond, donc si vous serez, je ne vous pose pas la même question qu'à Vincent Thibault, vous serez certainement dans l'opposition à Jean Rottner. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter, vous les écologistes, dans cette assemblée régionale? Déjà, il y a toutes les idées qu'on avait développées dans notre programme. Oui, mais vous ne serez pas aux commandes. Oui, on ne sera pas aux commandes. Mais on peut être des aiguillons qui allons embêter la mouche du coche, comme on dit, pour aller montrer qu'il y a autre chose qui est attendu dans cette région. On vous coupe. Jean Rottner qui vient d'arriver à son QG. On découvre l'image en même temps que vous et on le voit. Il est applaudi par ses partisans, forcément, depuis Strasbourg. Ici, on voit image de joie de la part de Jean Rottner. Les régionales sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment dès 21h15. Jean Rottner qui va parler et qui se met au pupitre. Jean Rottner que nous entendrons bien sûr tout à l'heure puisque nous aurons de nouveau rendez-vous avec les régionales dès 21h15. Mais maintenant, place au départemental.